Très bien, donc je vous cède tout de suite la parole, Dr Kissi. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers amis, Monsieur le Président de l'Association des médecins généralistes de Casa Centre, cher maître, honorable assistante, permettez-moi, et j'espère que ça sera le cas, de présenter après la brillante intervention du professeur de gastrologie. Donc j'espère que mon sujet, qui est tout à fait différent, c'est pas d'ordre clinique, mais d'ordre qui intéresse tout le corps médical, à savoir quel avenir pour la formation médicale continue au Maroc. Mon intervention elle aura comme plan, on va voir pourquoi on fait l'AMC, quel objectif, quels sont les acteurs impliqués dans la formation, quel est son contexte au Maroc, quel genre de problématiques elle pose, et puis on va voir certains résultats d'enquête réalisés par l'ordre régional de l'ordre des médecins de Casablanca Stat, et une étude qui a été faite par une thésard auprès de médecins de Casablanca en 2017 aussi, et puis on va essayer d'en ressortir quelques recommandations et perspectives d'avenir. Donc tout le monde le sait, la formation médicale continue, c'est une formation acquise au cours de l'exercice professionnel. C'est différent de la formation médicale initiale qui est acquise dans les facultés de médecine. Pour la pratique médicale actuelle, elle connaît actuellement une évolution constante et rapide, vu l'émergence des nouvelles technologies médicales et l'explosion des connaissances scientifiques. Elle nécessite donc le maintien, l'amélioration des performances cliniques et le changement de la pratique. Il faut se former pour changer sa pratique, changer de ce qu'on a appris et a eu l'habitude de faire, en tout cas quand on était des jeunes médecins à peine ressortis de la fac. Pourquoi? Pour adapter notre pratique aux besoins de la population et offrir des soins de qualité. Donc la formation médicale continue, c'est une obligation morale, on va le voir avec le code déontologie, et elle s'impose par le code de déontologie. Pourquoi cette FMC? Alors, la FMC, c'est une obligation éthique. On va voir les articles tout de suite. C'est une obligation professionnelle, puisqu'on ne peut pas travailler, vu l'évolution rapide des connaissances, le développement des techniques de soins, les recommandations qui nécessitent une actualisation régulière. Et il faut savoir qu'un médecin, il a une demi-vie moyenne de son savoir qui ne dépasse pas et qui a été estimée à 7 ans. Donc, il faudra toujours s'auto-former, et de façon continuellement. Elle garantit la qualité et la sécurité des soins prodigués aux citoyens. Et il faut savoir que ce citoyen, il est devenu de plus en plus informé, il est de plus en plus exigeant en termes de savoir, de nouveautés et de résultats. Alors les objectifs de la FMC, comme vous le savez, il faut entretenir ces connaissances qu'on a reçues dans la fac. Il faut les actualiser, il faut les adapter aux pratiques et aux objectifs des programmes nationaux du ministère de Santé qui, chaque quinquennat, ils changent. Ça dépend des priorités épidémiologiques et des objectifs fixés par notre ministère. Et tout ceci, l'objectif, c'est la promotion des compétences médicales. Cette promotion, elle va développer les disciplines médicales, toutes spécialités confondues, et pour un but d'améliorer nos pratiques et aussi l'amélioration de la qualité des soins. Bien sûr, il y a d'autres objectifs. Alors, les acteurs impliqués dans la FMC, essentiellement et en tête de liste, le CLOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui joue un rôle de régulateur. Le ministère de tutelle de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, puisque c'est les facultés de médecine qui donnent qui enseignent la médecine, les sociétés savantes, les associations et amicales de médecins, et l'industrie pharmaceutique, les organismes privés de formation continue, les syndicats professionnels et aussi les personnes connues par leurs compétences et leur expérience. Le contexte de cette formation continue au Maroc, elle a d'abord un cadre légal. Il y a l'article loi de la loi 131/13 relative à l'exercice de la médecine qui stipule que tout médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. Il doit participer aux sessions de formation continue organisées par le Conseil national, les sociétés savantes, les établissements d'enseignement supérieur, etc. L'article 4 de la loi 08/12 relative à l'Ordre national des médecins, il stipule que l'Ordre national donne son avis
En principe, selon cette phrase, aucune formation ne peut avoir lieu si l'ordre n'a pas donné son avis. Donc, il donne son avis sur la formation des médecins et tout ce qui concerne les études médicales. Il veille en coordination avec l'administration, c'est-à-dire le ministère de Santé, les établissements d'enseignement supérieur et les sociétés savantes à l'élaboration et l'organisation des programmes. En principe, c'est ce qu'on devrait faire. Tout programme de formation continue devrait être sujet, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un avis de l'ordre et pour qu'il soit valide. Donc l'article 6 aussi, toujours dans le cadre légal, relatif à la loi cadre 3409 du système de santé et de l'offre de soins, et il stipule que l'État, c'est-à-dire l'État, a la responsabilité d'assurer la formation continue des ressources humaines. Il a cette responsabilité. Et enfin, tout le monde sait que chaque jeune médecin, à la fin de sa thèse, il jure pour le serment d'Hippocrate, alors qu'il stipule « Je persévère dans la recherche de connaissances ». Et j'ai oublié de l'ajouter, et dernièrement, le nouveau code déontologie de 2021, il stipule dans son article 18 que « At-tabib yajibu ala at-tabib ». Donc c'est une obligation déontologique et morale. Seulement, on peut dire qu'il n'y a pas de juridiction pénale ou civile qui punit, qui pénalise l'absence de formation. Et je vous dis qu'en Liban, elle est obligatoire pour les médecins libanais depuis 1994. En France, depuis 1996, elle a été élargie en DPC. DPC, c'est par différence FMC, formation médicale continue, la DPC, c'est la formation médicale continue plus l'évaluation. C'est-à-dire, quand on reçoit cette formation, par exemple, dans ce congrès, on va subir une évaluation pour nous donner un dispositif de points qui nous permet la pratique. Donc, vous voyez les gens, comment ils ont évolué. Nous, on n'a même pas encore l'obligation. Donc, deuxième niveau de contexte, c'est la stratégie nationale du ministère de la Santé qui s'étale en 2019-2025. Il faut dire que le ministère il a établi 12 plans régionaux de formation continue, élaborés essentiellement par la direction des ressources humaines en concertation avec les directions régionales. Ces objectifs, en tête de liste, mettre à niveau les connaissances du personnel de santé médical. Préparer ce personnel à des métiers qui connaissent des évolutions importantes sur le plan technicité et nouvelles qualifications, développer leurs compétences et mettre un parcours de formation, écoutez, qui ont une approche interactive d'évaluation. C'est-à-dire, ça va venir. L'évaluation de nos formations dans les congrès, les tables rondes, etc., ça va venir. Donc la problématique que pose la FMC, la formation médicale continue, elle est sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la réglementation, il y a des lacunes de texte de loi par rapport à l'obligation, par rapport aux institutions et aux formateurs habilités, parce qu'on voit des sociétés qui poussent et qui stipulent qu'il faut faire la formation médicale, alors qu'on ne sait pas s'ils ont le mérite d'être habiles à prodiguer ce genre de formation ou pas. Et il faut savoir que le ministère il est en train de préparer des lois obligeant la formation médicale. Par rapport à la problématique d'ordre gestionnel, alors la FMC, l'organisation, il n'y a pas de structure responsable de cette formation. Elle connaît elle a face à elle plusieurs obstacles. Il y a le financement que tout le monde reconnaît qu'il est difficile ou cher. On n'arrive pas à trouver la prise en charge de nos congrès ou de nos événements de formation continue facilement. Il y a un manque de motivation pourtant surtout pour les médecins publics, et un manque d'information. On n'est pas informé à temps qu'il y a un congrès ou qu'il y a un événement sur un thème ou sur une spécialité à temps. Et puis le secteur public, surtout, il a une capacité limitée pour le suivi régulier de FMC, surtout d'ordre financement. Il est éloigné parfois des lieux de FMC, il est moins encadré par le ministère de Santé et surtout les choix des thèmes, il est limité. On peut dire qu'il n'y a pas d'implication du ministère de Santé dans certaines formations, par exemple, relatives à la standardisation du module d'agrément pour la formation, pour l'aptitude médicale à la conduite.
Chaque région, elle forme à sa guise, il n'y a pas de module standard, il n'y a pas de normes. Il manque de moyens. Certains médecins, ils disent, pourquoi faire cette formation puisque je n'ai pas l'appareillage ou l'équipement pour pratiquer ce que je vais actualiser et ce que je vais savoir. Donc le manque de moyens des centres de santé fait que cet FMC sera inutile. Le niveau des formateurs, alors c'est un constat, il y a un manque d'expertise des médecins généraux pour être formateurs, parce que dans d'autres pays, c'est des médecins généralistes qui octroient une formation de qualité dans les disciplines de médecine générale. L'absence d'évaluation des méthodes pédagogiques et de la qualité, avec insuffisance et surtout, on peut dire, l'absence de dépôt des diplômes. Quand on fait un congrès ou une formation diplômante ou un DU, on n'a pas ce réflexe. Et pourtant, c'est une obligation déontologique qui existe dans notre code de déontologie. Chaque fois que vous avez reçu un diplôme ou une formation certifiante, il faut déposer le diplôme dans le Conseil de l'ordre. L'absence le développement rapide et en quantité, les initiatives. Donc, il y a plusieurs congrès à la fois. Le même mois, on a plusieurs choses dans des villes différentes. Donc, on n'arrive pas à se rendre disponible et parfois, certains en profitent. Il y a même des médecins qui ont été arnaqués par certaines sociétés parce que ça s'est développé rapidement, ces sociétés qui prodiguent la formation médicale continue. Il y a aussi une problématique par rapport à la dénomination. Chez nous, au Maroc, qu'est-ce qu'on va opter pour? Toujours la FMC ou bien le développement professionnel DPC, développement professionnel continu, qui veut dire formation et évaluation. Il y a aussi les risques de dérive. Par exemple, on a constaté dernièrement le cadre illégal de certains diplômes, par exemple de dermatologie sur Rabat, ou délocalisation non réglementaire de certaines formations par des praticiens étrangers qui viennent de leur pays, pratiquer de la formation médicale continue et personne ne juge leur habilité, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils répondent aux normes, est-ce que ça répond au contexte de santé marocain, etc. Donc, et aussi, il y a la problématique des nouvelles pratiques de FMC. C'est des moyens basés sur l'Internet, personne ne les maîtrise, l'intelligence artificielle, elle est en train de s'installer et de se développer chez nous, la simulation et surtout la télémédecine, les projets de loi, on vient de les voter en 2020-2021 et tout récemment, cette semaine, il y a eu au niveau du Conseil de l'ordre national, tout ce qui est télémédecine, les nouveautés, les lois, ça va venir. Et ce qui nous intéresse en matière de formation continue, la téléexpertise. Parce que la télémédecine, il y a elle enveloppe 5 aspects, dont la téléexpertise. Et la téléexpertise, on prend la vie, on prend des cours, c'est une forme de formation médicale continue entre professionnels. Donc, pour s'assurer de cette problématique, le Conseil régional de l'ordre des médecins de Casablanca-Stade, qui a organisé une journée en 2020, une journée franco-maghrébine sur la thématique. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a, notre contexte, qu'est-ce qu'il a? Il faut faire une enquête. Donc, ça a été réalisé auprès de médecins de Casablanca. Et entre août 2019 et janvier 2020, elle a touché 450 médecins qui avaient une moyenne d'exercice de 6 mois 42 ans. Et c'est sur 450, il y en avait 45 qui étaient généralistes. Et aussi, 65% de ces 450 étaient du secteur public. À la question dont on leur a posé, avez-vous bénéficié de séances de FMC? Alhamdoulilah, presque 99% ont bénéficié de séances de FMC. Mais ceux qui ont dit non, ils ont dit qu'il y avait le problème de financement. C'était à leur charge personnelle, c'était excessif. Il y a même des refus de prise en charge par certains labos ou associations savantes. Il y a certains, ils ont dit qu'aucune formation ne leur a été proposée. D'autres, ils ont dit oui, mais peu, parce que j'ai fait ma formation en Russie, donc un problème de langue. Par rapport au ministère de Santé, ils disent que beaucoup de médecins disent qu'il n'y avait aucune initiative d'organisation ou de prise en charge offerte pour FMC par le ministère de Santé. L'insuffisance d'impact, donc on sent l'insuffisance d'impact de stratégie de ces FMC sur nos médecins publics. Et puis, quand elle le fait, l'information, elle arrive très tard.
Donc souvent, il la rate. À la question, cette enquête, elle a soulevé que cette FMC, elle a été faite essentiellement sous forme de congrès à 41%, suivi de tables rondes, 38%, et puis sous forme de diplômes universitaires et d'ateliers pratiques. Sur la méthode de FMC préférée par le corps médical, alors les 43% préfèrent les diplômes universitaires, puis en deuxième lieu, 35% sous forme de table ronde, un peu moins 33% les congrès, et en dernier, en ligne, les moins nombreux, ceux qui lisent. Donc vous voyez bien que la lecture, elle commence à se faire rare dans ce domaine. La presse médicale, alors l'étude qui a été faite auprès de médecins généralistes de Casablanca en 2017, j'ai voulu partager avec vous ces données. Alors la presse médicale en lisait plus en 2017. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient l'accès qui était gratuit, mais il y a un facteur très limitant, c'est la non-maîtrise de la langue anglaise, par rapport qui est l'objet des revues médicales fiables et crédibles. Donc là, il faut s'armer et apprendre l'anglais, parce que c'est un moyen très important pour la FMC. Le e-learning, 26,4% des médecins les intéressés, ils trouvent que l'accès à des formations diplômantes à distance, il répond aux problèmes d'éloignement, mais ça dépendait de la qualité du contenu et du degré d'accessibilité en ligne. Il faut dire que 64% de ces médecins avaient des diplômes ou des certificats, et dont 40% avaient des diplômes universitaires. Les thèmes des formations diplômantes étaient essentiellement d'ordre endocrinologie, suivis par la médecine de travail, l'échographie, la gynéco, et j'en passe, les autres, vous les avez devant vous. Les lieux de formation diplômante, 37% des médecins les faisaient en France, suivis de 29% à Casablanca et 22% à Marrakech, puis à Rabat, à peu près 10%. La base, le corps médical, il juge la qualité scientifique de la FMC essentiellement sur l'acquisition de nouvelles compétences, 60%. 45% jugent le contenu de la FMC et 37% ils jugent qu'elle est de qualité selon la qualité de l'intervenant. Et bien sûr, 13% jugent que c'est un critère de qualité, l'existence ou pas d'un support documentaire. À la question, est-ce que les médecins ont acquis de nouvelles compétences après chaque séance, 92% répondent oui. Quelles personnes vous paraissent les mieux habilitées à donner la FMC? 52% répondaient que c'était un enseignant universitaire, 42% disaient que c'était un enseignant avec des compétences, un non-enseignant avec de la compétence ou de l'expertise, et 28% préféraient des intervenants étrangers. Par rapport au financement de FMC, 67% c'était des moyens personnels, à charge personnelle des médecins, c'est trop pour un médecin. 27% provenaient des laboratoires pharmaceutiques et équitablement 2% entre ministère de santé, sociétés savantes et associations des médecins. Vous voyez bien, la part du ministère de santé, il est presque pas impliqué dans la FMC de son personnel ou du corps médical en général. Les dépenses en formation diplômante, il faut savoir que le médecin, il dépense une moyenne de 18 000 dirhams, avec des extrêmes allant de 3 000 à 50 000 dirhams. Et dans cette prise en charge financière, 92% des médecins, c'est eux-mêmes qui ont payé leur formation. La satisfaction par rapport à cette FMC, 57% n'étaient pas satisfaits. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvaient le financement trop cher, ou bien la prise en charge était difficile par les laboratoires surtout de ces dernières années. Les insuffisances et inégalités de chance par rapport aux médecins du secteur privé et pour bénéficier de cette FMC par rapport aux médecins du secteur
privée. On était insatisfait parce que les médecins trouvent que cette formation est mal organisée, ça ne leur convenait pas les dates, les horaires de travail, même si c'est par exemple sur Dakhla, mais l'horaire de travail, l'horaire de la FMC ne convenait pas, c'était l'horaire de son gagne-pain, ils ne pouvaient pas se permettre. Et surtout, il n'y avait pas de calendrier codifié, pas un planning. Le nombre, il était insuffisant, irrégulier, la qualité non satisfaisante, c'est des FMC non ciblés avec des sujets des fois non intéressants, des fois on répète les mêmes thèmes et qui ne répondent pas suffisamment sur le plan pratique. Le sponsoring par les labos, il limite le choix des thèmes qui ne dépend pas des médecins et ça, c'est un problème d'éthique. Au congrès, même des fois, on a constaté les mêmes visages des participants et même des intervenants. Donc, l'intérêt aussi, d'autres, ils n'étaient pas satisfaits parce que l'intérêt pour plusieurs FMC, il y avait les généralistes en général, ils veulent faire l'échographie, l'endocrino, médecine travail, c'est trop d'argent, il faut du temps libre et il faut fermer son cabinet, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et puis, ils sont d'autres qui investissent dans la formation, mais ils disent pourquoi c'est pas obligatoire, parce que ils deviennent comme les autres qui ne font aucune formation. Donc, pour la question, souhaitez-vous que la FMC soit améliorée, 95% ont répondu oui, et si oui, comment? Eh bien, les propositions de oui. On me demande d'arrêter, donc je pense qu'on va lancer officiellement l'événement. Donc je ne sais pas, je vais arrêter. Donc si on voulait améliorer la FMC, on va suivre tout à l'heure. D'accord? Merci beaucoup et je m'excuse parce que c'est ce qu'on m'a donné comme recommandation. Merci. Le temps que lancer officiellement l'événement et je vais reprendre. Marhaba Sidi. Merci. Alors, bismillahirrahmanirrahim, on reprend là où on était. Smhoulina pour ce désagrément, peut-être les Adel Tahkobina ils vont suivre, mais le sujet était l'avenir de la formation médicale continue au Maroc. Je vous présentais les objectifs, les acteurs, le contexte, que ce soit cadre légal, la stratégie nationale et surtout la problématique sur ces différents aspects. Et puis j'entamais le résultat d'enquête de la formation médicale continue auprès de médecins de Casablanca. Sur la question posée, souhaiterez-vous que la formation médicale soit améliorée? Parce que beaucoup, je disais qu'ils étaient non satisfaits. Donc 95% disaient oui, on veut que cette formation, elle ne répond pas à ce qu'on veut, elle ne répond pas à nos objectifs, elle n'est pas de qualité, donc on veut qu'elle soit améliorée. Eh bien, on leur a dit, si oui, comment? Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos attentes? Alors, ils ont proposé d'améliorer les sources de financement parce que pour eux, le financement, il est difficile, donc il faut le faciliter l'accès à ce financement ou bien un système d'octroi de prise en charge. Il faut qu'elle soit mieux organisée, c'est-à-dire plus fréquente, régulière, avec un planning préalable et un programme annuel. Améliorer en nombre les séances de FMC et en qualité du contenu. Il faut qu'elle soit variée, il faut qu'elle soit actuelle, elle répond aux problèmes actuels. Il faut que les intervenants étrangers, on voudrait voir les anglophones, les hispaniques, pas toujours les mêmes têtes, les français ou là les francophones. Il faudra que ça soit beaucoup plus sous forme d'ateliers pratiques. Il faudra faire, certains proposer des cycles de pratique dans des hôpitaux marocains ou même pas, ou aussi étrangers. Et surtout, ils ont dit que certaines formations ne leur délivrent pas les certificats ou les diplômes. Donc, il faut l'octroi de certificats de formation puisque c'est une obligation par rapport à cette formation du corps médical.
il faut, chaque fois qu'on soit formé, il faut déposer le diplôme au niveau du Conseil de l'Ordre. Et puis, il faut impliquer les médecins dans le choix des thématiques de cette FMC. Il ne faut pas qu'elle soit guidée par l'industrie pharmaceutique. Il faut aussi légiférer. Tout le monde dit qu'il faut que cette FMC doit être obligatoire. Ce n'est pas possible que la pratique d'il y a 20 ans reste la même. Elle a été modifiée, elle a été adaptée. Donc, il faudra, pour ceux qui n'en veulent pas qu'elle soit obligatoire, il faut qu'elle soit obligatoire. Il faut développer le système des diplômes universitaires qui soit mieux géré, structuré. On va voir tout à l'heure comment. Et puis, par rapport aux médecins généralistes, il faut quand même penser à la gratuité de certains diplômes. Il faut développer et augmenter les formations en échographie et favoriser les stages à l'étranger. Ça, c'était les propositions des médecins de Casablanca lors de cette enquête. Les principaux sujets qu'ils ont souhaité formuler par rapport à ces médecins généralistes, 96% demandaient la gynéco, 88% la pédiatrie, 86% l'endocrino, au même titre que la cardiologie, suivi de la rhumato à 77%, la dermato à 67% et la médecine d'urgence 61%. Par rapport aux principaux sujets de FMC en outils de santé publique, 87% préfèrent des stratégies thérapeutiques des affections courantes et 82% les programmes de prévention ou formation au programme de prévention des maladies. Par rapport à la question, souhaiteriez-vous qu'il y ait un organisme, c'est-à-dire pour que tout le monde soit centralisé, l'information soit bien orientée et qu'il y ait une structure qui s'occupe que de ça. La gestion de AFMC, 90% ont répondu oui. Alors, si oui, c'est quel organisme que les médecins préfèrent? Alors, à 36%, ils veulent que ça soit l'ordre des médecins, comme le stipule la loi, puisque l'article 4 il stipule que la coordination doit être réalisée par le Conseil de l'ordre avec l'administration du tutelle, ministère de Santé et les autres acteurs impliqués. 26% préfèrent ou aiment aussi que les sociétés savantes, et suivi de 21% par les universités et les facultés. Le ministère de Santé, seulement 11% de médecins qui veulent que ça soit par le ministère et 6% ont proposé d'autres structures. Pensez-vous que la FMC doit être obligatoire? 73% des médecins veulent que ça s'instaure, que ça soit une obligation, mais ils proposent que ça soit une obligation qui s'installe progressivement. Alors, par rapport à recommandations et perspectives d'avenir, il faudra insister sur le fait de combler les lacunes en matière de loi et compléter l'arsenal juridique qui régit la formation médicale continue par la création d'un organisme, peut-être une agence multidisciplinaire de gestion de formation médicale qui comprend des acteurs impliqués par l'article 4 du Code de déontologie, à savoir les facultés de médecine, les conseils de l'ordre, le ministère de Santé, les sociétés savantes, les associations et pourquoi pas les syndicats médicaux puisqu'ils organisent de tels événements. La mise en application de l'article 4, c'est-à-dire il faut que n'importe quelle formation doit passer par la coordination du Conseil de l'ordre pour l'élaboration et l'organisation des programmes de FMC. Il faut organiser des formations diplômantes par les facultés ou à travers un partenariat avec les facultés. Il faut que les diplômes universitaires, comme l'indique son nom, soient développés par l'université. Il faut instaurer un code d'éthique de gestion de la relation de FMC et l'industrie pharmaceutique pour que l'information soit basée sur des référentiels de bonnes pratiques existants et les bonnes pratiques qui ont été actualisées. Et surtout, par rapport à notre ministère de Santé, il y a l'absence de son implication et il faut qu'il s'engage et qu'il s'implique davantage. L'implication aussi objective des sociétés savantes, des associations médicales, et je désigne par là, il faut définir les critères d'accréditation de ces associations et de sociétés savantes parce que pas tout le monde a le même niveau que l'AMCC qui nous a permis d'être ici sur Dakhla et qui a fait de grands efforts par rapport à toute la logistique, l'organisation et surtout le choix des thématiques. Par rapport au financement,
Alors, par rapport aux sources de financement, il faut qu'ils soient diversifiés, qu'il y ait une transparence et sans conflit d'intérêts. Il faut que ce financement soit facile et peut-être, pourquoi pas, il y a des propositions de déduction d'impôts par rapport au corps médical privé. Révision des facteurs de motivation, surtout pour les médecins généralistes et surtout les médecins du secteur public. Il faut instaurer en général un nombre de points par an, comme à l'instar des autres pays, pour une pratique. On va voir comment le faire par rapport à notre contexte. Il faut inciter ou récompenser financièrement pour les médecins qui ont payé à leur charge leur formation médicale continue, ou peut-être ceux du secteur public, leur faire des promotions promotionnelles, l'octroi de diplômes. Il faut que les formations égale octroi de diplôme, diffusion d'informations sur les formations disponibles pour qu'elles soient accessibles et pour que les gens le sachent et puissent y assister. Et puis, pourquoi pas, pour les gens qui ont un problème de temps ou un problème d'éloignement, développer le e-learning. Usage, aussi comme recommandation, il faudra utiliser de plus en plus la pédagogie active qui fait participer les gens avec des méthodes modernes d'apprentissage, les nouvelles techniques d'information, de communication, aussi les techniques des ateliers pratiques et pourquoi pas les diffusions en multiplex. Le médecin généraliste spécifiquement, il faudra identifier ses besoins de formation continue par une étude participative pour lesquels l'ensemble des médecins généralistes, comme l'enquête qu'a fait le Conseil de l'ordre régional des médecins, manifestent les thèmes qui lui posent problème sur le plan pratique. Il faudra améliorer la concordance des activités de FMC. Justement, pourquoi prendre l'avis sous forme d'études partielles? Pour concorder les activités de FMC aux besoins et les orienter vers les décisions médicales. Il faut savoir que la formation médicale initiale, elle est incapable de couvrir la complexité des situations pratiques ou des situations de médecine communautaire. Et bien sûr, vous connaissez bien, vous en êtes témoin, le champ d'intervention des médecins généralistes, il est tellement large et vague. Aussi, il faudra penser à développer d'autres aspects de FMC, à savoir la simulation, l'intelligence artificielle, la télémédecine, à travers la téléexpertise, mais aussi étendre les thématiques aux sciences sociales, aux sciences de communication, aux sciences d'économie, santé et de gestion. On a vu tout à l'heure, ma professeur Benazouz, que le thème qu'il vous a abordé, il vous a conseiller de ne plus faire pour le colon héritable une panoplie, une charge de bilan parce que c'est un gâchis, comme il l'a dit. Donc, c'est des formations qui nous font un grand apport en matière d'économie de santé et de gestion. Il faudra surtout instaurer l'évaluation de ces FMC par les participants. Comme vous, maintenant, il faudra en instaurer à la fin de chaque formation quel a été votre avis sur tous les plans, mais surtout sur le contenu scientifique. Il faudra évaluer les participations à travers la certification de leurs connaissances, c'est-à-dire à la fin, est-ce que ça vous a permis de changer un comportement ou une pratique que vous aviez avant d'être présent à cette FMC. Et puis, il faudra évaluer les organismes et les acteurs de FMC, les formateurs, et donc c'est l'objet de l'accréditation. Aussi, il est très recommandé d'avoir une obligation de dépôt des documents attestant la FMC. Combien de fois, lors des visites d'inspection du ministère de Santé, il trouve des cardiologues qui ont des formations, par exemple en cathétérisme, et lui, il n'a pas son certificat déposé au niveau de l'ordre, il est pénalisé là-dessus, puisque c'est codifié de l'exercice illégal. Donc, chaque fois qu'on a un diplôme, il faut avertir et informer l'ordre en déposant ce diplôme. Donc, en conclusion, la formation médicale continue, vous voyez bien avec moi que c'est une obligation morale, puisque notre formation initiale, elle est insuffisante. Et le processus de FMC, c'est un processus permanent d'acquisition. On acquit, on maintient et on adapte les compétences aux exigences de la pratique professionnelle. L'avenir de la FMC au Maroc, elle dépendra de sa réforme. Il faut qu'on réforme cette formation médicale continue et c'est l'objet des recommandations de la journée franco-maghrébine qui a été réalisée par le Conseil régional de l'ordre de Casablanca-Stade pour répondre aux besoins des patients, à savoir, cette réforme, elle doit être par étapes, instaurer progressivement l'obligation légale de la FMC, mais il faut qu'on passe à ce niveau. Il faut que ça soit parmi les priorités. Et concrétiser
concrétisation de l'obligation de concordinat. Il y a la loi, mais elle n'est pas applicable. Il faut concrétiser cet article 4 qui oblige la coordination avec le Conseil de l'ordre des médecins et avec tous les acteurs concernés pour les programmes de FMC. Il faudra améliorer la motivation, motiver plus de médecins pour qu'ils délivrent et prodiguent des soins plus de qualité. Et sur tous les plans, l'amélioration sur le plan organisationnel, sur le plan financier, sur le plan peut-être en rendant la spécialisation de médecine du travail à travers ces formations, on va améliorer leur motivation, c'est-à-dire en finalité, s'il sait qu'il va avoir un diplôme de spécialité en médecine du travail, il va être beaucoup plus motivé. Et surtout, il faudra plus d'implication du ministère de Santé. Évaluation de la formation médicale continue pour garantir sa pertinence, pour garantir son succès et son efficience et toujours la garder en qualité parce que, comme vous le savez comme moi, il y a des sociétés d'abat non médicales organisées par des gens qui ne sont même pas médecins et qui ont fixé des tarifs de 20 000 dirhams et même plus et qui sont en train d'envoyer des messages, les mails d'IEL comme formation en listing et par la suite on vous promet théorie et pratique. Après la formation, il n'y a ni pratique ni rien du tout et en plus c'est même pas des formateurs habilités. Donc c'est de l'arnaque. C'est pour ça qu'il faudra que cette formation soit évaluée et en tant que structure et en tant que formateur. Et puis pour conclure, je dirais que la formation c'est un élément de soutien du système de santé, c'est un élément régulateur sur le plan technique et économique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça nous permet de gagner des sous, de ne pas faire des bilans qui sont inutiles et aussi, et je termine par ça, que le Dostour d'El Bled dit que le droit du citoyen à la santé, personne ne le discute, mais il est tributaire de la performance clinique de praticiens du corps médical, plus spécifiquement, dont la formation médicale continue contribue à l'amélioration de la qualité des soins. Et je vous remercie. La formation médicale continue est a priori un très grand chantier qu'on aborde, que vous abordez. On vous remercie de votre implication et je crois que tout le monde, tous les confrères et consoeurs doivent s'y impliquer. Il y a une question? Alors on n'a pas de micro-baladeur. Si vous voulez vous lever et madame. On cherche... Allez-y, parlez dans le micro. Merci. Ah ouais. Bonjour, c'est Dr Bendida Chahina, je suis médecin généraliste à Sel El Jadida depuis 2008. Je suis d'origine algérienne. Depuis que je suis rentrée au Maroc, diplôme universitaire d'Oran, l'INESM. Depuis que je suis ici, au Maroc, depuis 2008, j'ai eu pas mal de formations et gratuites sur la SCC, la planification familiale. C'était très bien. On nous a appris beaucoup de choses. Pas comme vous avez dit. Votre question, s'il vous plaît. Non, mais on était saturé de formation. Sincèrement, c'est très bien. Et en plus, si on veut faire une formation de plus, il vaut mieux la payer. Comme ça, elle sera plus valorisée. Et vous parlez d'étrangers. Les étrangers ne vous laissent pas pratiquer. Les formations de l'échographie qu'on a fait ici au CHU Ibn Sina étaient meilleures que celles de l'étranger. C'est un gâchis. Les étrangers ne vont pas vous laisser les toucher. Hein. Mais les Marocains, il y avait des centaines d'échographistes. Vous pouvez faire des stages gratuits où c'était bien suivi par l'État. Donc c'est une réglementation à accomplir, hein, n'est-ce pas?
Oui, justement, pour compléter, madame, je ne disais pas pour les formateurs étrangers qu'on les préférait, mais c'est-à-dire dans les domaines nouveaux. Tout ce qui est nouvelles techniques, par exemple, en matière de télémédecine, de tout ce qui est pathologie interventionnelle. Enfin, il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas ou pour lesquels on a peu de spécialistes qui sont portés par la chose. C'est pour ça que on voudrait avoir non seulement toujours les Français et les francophones, mais il faudra s'ouvrir sur les anglophones et les autres sommités. Par rapport à la gratuité, je suis heureuse pour vous, madame, mais c'est une enquête qui a touché 450 médecins et qui était unanime des deux secteurs, de spécialistes et de généralistes, et à l'unanimité. Et non seulement notre enquête de l'ordre, il y avait une autre enquête en 2017. C'est unanime. Vous êtes sur Salé, mais allez voir les médecins qui sont enclavés dans les régions éloignées, c'est pour eux un problème. Eh bien, c'est pas facile pour eux d'avoir l'autorisation. Je parle du secteur public puisque j'en fais partie, et il faudra que le supérieur soit coopérant et qui vous autorise. Sans ça, vous ne pouvez pas, même si vous avez pu avoir l'outil financier. À part ça, l'éloignement, il faudra payer tout à sa charge. Et en finalité, quand vous avez fait la formation, quand vous voulez pratiquer ce que vous avez appris, vous voulez modifier votre pratique sur le lieu de travail, centre de santé ou hôpital, vous ne trouvez pas l'équipement coopérant. Donc, il y a des difficultés. On va s'informer, faire la formation médicale continue pour la garder en théorie. Il faudra qu'elle ait un impact sur ma pratique. Donc, c'est des difficultés. Je suis heureuse pour vous, mais votre réponse, je pense qu'elle sera assez partagée par les médecins des grandes villes. Mais ceux qui sont dans les périphéries ou même les petites villes, il faut savoir qu'il y a une réelle Casa, Rabat, Marrakech. Pour la première fois, moi, j'entends un congrès organisé à Dakhla, mais c'est pas donné à tous les médecins des autres régions de bénéficier aussi fréquemment des congrès et en général de la formation médicale continue. Moi j'ai bien apprécié l'intervention, cette intervention sur la formation médicale continue, et je félicite l'AMCC pour le choix de ce thème. Moi je le mets au même niveau que les communications les plus hautes, disons médicalement ou scientifiquement. Parce que le problème est là. À mon avis, c'est un créneau pour lequel il faut donner une grande importance. Je vais vous citer uniquement l'exemple, la dichotomie qu'il y a entre deux exercices. L'exercice de la médecine privée et la médecine publique. Moi, je suis scandalisé de voir après toutes ces années, l'ancienneté des études universitaires et médicales au Maroc, on n'arrive pas à avoir le même niveau de formation médicale continue entre les deux secteurs. C'est-à-dire, je veux dire par là que le secteur public, il est laissé pour son compte. Et moi, on ne peut pas faire avancer la médecine au Maroc s'il n'y a pas une harmonie totale entre le privé et le public. Nous voyons des centres régionaux où il y a un équipement de qualité, mais malheureusement, les professionnels de santé dans le public ne bénéficient pas des mêmes avantages, disons des mêmes portes ouvertes en matière de formation médicale. C'est ce qui a été dit. Moi, je trouve qu'il faut absolument relever essayer de... C'est le chantier, justement. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je vous félicite pour le dossier. Il faut travailler sur... Merci beaucoup. J'ajouterais que il a ramené de la formation médicale continue, quelques recommandations qui sont utiles à notre pratique. Par exemple, pour moi, dès demain, quand on aura reçu une formation médicale continue, il faut qu'on dépose nos diplômes au niveau du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est un premier point pour moi. Deuxième chose, c'est quand, si je fais, j'évalue, je dis mon avis, je cherche à dire à l'AMCC, comme il l'a dit tout de suite, c'est une sorte d'évaluation, mais il faut que ça soit notifié, comme quoi chaque association ou chaque société savante ou chaque fois qu'il y a une formation, il faut qu'on nous délivre à la fin
pour évaluer sur le plan, je dirais surtout scientifique, l'organisation, pourquoi pas. Donc il faut qu'on touche cette évaluation pour que ces organismes, ces acteurs puissent savoir vos besoins et cibler qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en matière de FMC. Et troisième et dernière chose, c'est qu'il faut qu'on insiste pour assister les formations qui ont bénéficié de la coordination et dont le programme a bénéficié de la coordination entre le Conseil de l'ordre pour qu'on soit rassuré comme quoi c'est une formation qui a l'aval, qui a le feu vert des structures de tutelle. Merci. Merci beaucoup, Dr Kessy. Et donc, dès le congrès prochain, on va œuvrer pour mettre en place cette évaluation. Allez-y, le professeur Childi. Moi, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux de voir un thème comme celui-ci discuté, et même si l'amphithéâtre aujourd'hui n'est pas plein, un thème comme celui-ci le mériterait. La seconde chose, je vais monter sur le... C'est juste pour vous dire qu'il y a deux types de formation médicale continue. Il y a la formation médicale continue qui est celle-ci, qui vous permet de garder du sang nouveau, de garder du sang neuf pour accomplir avec exactitude, selon le code de déontologie médicale, parce que vous devez être auprès de la science au moment de soigner votre patient. Ce n'est pas une formation diplômante, c'est une formation qui vous permet de rester en route. Et c'est là, à l'instar des autres pays, que les médecins qui participent à une formation médicale continue doivent avoir probablement un nombre de points qui va leur permettre de rester en route. Et ce nombre de points leur est donné justement par les autorités compétentes, l'ordre des médecins, les commissions idoines, pour, après un certain nombre de points, revalider leur diplôme en médecine générale. Voilà un type de formation médicale continue qui doit être légiféré, parce qu'il est impensable de voir aujourd'hui des médecins traiter les patients avec des protocoles qui remontent à Mathusalem. C'est honteux même, ça ne répond pas à la déontologie. Le second point, ce sont les formations validantes qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas de la formation médicale continue. C'est aujourd'hui avoir un diplôme en échographie et validante dans la mesure où ça vous permet d'exercer une branche de votre médecine générale avec une formation particulière et une acuité et, si vous voulez, une particularité dans votre formation. Ça, c'est autre chose que de la formation médicale continue. C'est pour parfaire, non pas votre connaissance, mais peut-être le côté technique. Et le deuxième volet de ma réflexion, c'est, et là Madame Kessy va me rejoindre là-dessus, Oustad Chakib également, Oustad Zubaydi, il n'y peut pas y avoir de formation médicale continue sans bonne pédagogie, s'il vous plaît. Les médecins aujourd'hui qui forment doivent être pédagogues avant tout, et il est impensable aujourd'hui de voir un peu tout le monde, parce qu'on a de l'expérience, attention, on dit souvent que la science se transmet, pas l'expérience. On transmet la science, mais pas l'expérience. L'expérience, c'est un parcours de vie. Et le plus important, c'est d'apprendre aujourd'hui qu'on peut être formateur que si l'on est pédagogue. Et être pédagogue, ça s'apprend. Merci bien. Merci infiniment, professeur Childi. Votre intervention est en tous les cas très très claire. Tout de suite, je cède la parole à Dr Soumya Kbesh qui va présenter le professeur Chakib. Merci. Alors, on enchaîne.